filer la présentation, si tout va bien. Ouais, Oui, je peux. super. Bonjour à tous, donc Noémie Poise, chargée de mission à Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Rhône-Alpes. D'abord, merci à Énergie Partagée de nous permettre de réaliser ces trois webinaires, donc qui se déroulent aujourd'hui, jeudi prochain et jeudi dans 2 semaines, autour des centrales villageoises. Aujourd'hui, l'objectif, c'est donner un peu l'historique de cette démarche, donner les valeurs, pour que vous ayez des éléments de définition un peu précis. Et puis la semaine prochaine, on sera un peu plus précis sur les aspects juridiques et financiers avec des témoignages donc des projets d'Ardèche et du Pilat. Et je serai à nouveau là dans 2 semaines pour parler plus des outils et des services qui ont été élaborés dans le cadre des centrales villageoises et qui servent notamment pour l'essaimage et pour l'élaboration de nouveaux projets. Concernant donc l'historique des centrales villageoises, ça remonte à 2010. C'est un projet qui a été initialement lancé par Rhône-Alpes Énergie Environnement et les parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes. À l'époque, en 2010, on était sur notamment un développement assez intempestif, assez agressif du photovoltaïque, beaucoup en zone naturelle, beaucoup sur du foncier agricole, et les parcs naturels régionaux étaient très très sollicités. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette époque à une façon alternative de pouvoir développer les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque, dans les zones rurales et notamment dans les zones de parcs naturels régionaux. Euh, donc on a, si vous voulez, cherché à identifier des territoires pilotes qui soient prêts à tester une expérimentation avec nous. Et on a identifié 8 territoires pilotes dans 5 parcs que sont le parc du Pilat, le parc du Massif, le parc et puis le parc des Baronnies provençales qui à l'époque était en projet de parc. Les territoires étaient des collectifs, enfin des intercommunalités ou des groupements de communes qui faisaient partie d'un même bassin de vie et qui souhaitaient travailler ensemble sur l'élaboration d'un projet donc de centrale villageoise. Euh, on a également recherché des financements régionaux et européens pour pouvoir financer cette expérimentation. C'était au départ assez, on n'avait pas forcément en tête tout le déroulement du modèle. Le souhait, c'était de pouvoir donner accès déjà au développement des énergies renouvelables à tous et d'associer de près donc la population locale, les citoyens, les collectivités, les entreprises locales, très en amont des projets, et puis ensuite à la conception, à la réalisation et au financement de projets d'énergie renouvelable qui soient sur leur territoire. L'idée étant aussi que via leur implication dans ces projets, ils puissent s'approprier un peu mieux les enjeux de la transition énergétique. Et puis également l'idée que ces projets puissent être plus cohérents par rapport au paysage et par rapport à l'architecture des territoires. On était en zone de parcs naturels régionaux. Enfin, Emmanuel Jean-Jean pourra développer un peu plus sur ces aspects éventuellement. Mais c'est vrai que c'était pas forcément à l'époque le cas de tous les projets qui sortait, d'être voilà cohérent avec les chartes paysagères, avec les utilisations du foncier des territoires. Donc on souhaitait mettre ça en avant, et notamment par exemple pour le photovoltaïque en toiture, pour éviter justement la pose de petits 3 kW crête qui font un peu tâche sur les toitures. Donc avec l'idée de valoriser au mieux les potentiels solaires et d'être mieux intégrés dans les architectures des bâtiments. À travers le développement d'expérimentations pilotes sur ces 5 parcs, l'idée dès le début, c'était quand même d'arriver à terme à monter un modèle, hein, donc celui qu'on a mis en place aujourd'hui, et un modèle qui s'appuierait sur une mutualisation d'outils et de services à travers une démarche collective. On pense que justement, enfin, l'idée d'avoir des possibilités de démultiplier les projets plus aisément.
Sachant que dans cette démarche collective, on recherche quand même certaines exigences de qualité. J'aurai l'opportunité de revenir là-dessus plus tard. Donc voilà, on souhaite que les projets soient de bonne qualité et de meilleure qualité, on va dire, que s'ils étaient réalisés de façon individuelle. Voilà. Et puis également, un dernier point qui concerne la participation au développement local. L'idée étant que les centrales villageoises donc mettent en avant une approche voilà territoriale, développent les énergies renouvelables et fassent également travailler les entreprises locales du territoire. Donc on a amorcé en fait le travail localement en se consacrant à la constitution progressive de sociétés locales et à l'amorçage de projets photovoltaïques. Alors on a commencé par le photovoltaïque parce qu'historiquement c'était un petit peu arrivé par là, en réaction à un projet de parc au sol, notamment sur le parc du Vercors qui avait fait un peu polémique. Et puis également le fait de développer des projets photovoltaïques nous semblait ce qu'il y avait de plus rapide, de plus visible, de plus comment dire euh, concret, on va dire, pour des citoyens qui s'appliqueraient dans un projet autour de chez eux, sachant que voilà, nous derrière, ce qu'on souhaite, c'est que les centrales villageoises puissent porter des projets sur toutes les filières d'énergie renouvelable et également sur la maîtrise de l'énergie. Contexte, donc comment ça s'est passé? On a démarré en 2011 avec la réalisation de nombreuses animations locales, beaucoup de réunions publiques qui ont été animées par différentes structures. L'idée étant de faire émerger via ces réunions publiques des groupes noyaux durs, des groupes porteurs d'habitants et de collectivités qui souhaitent impliquer dans ce projet. Et puis en parallèle, on a également lancé des études de faisabilité avec des bureaux d'études pour travailler sur la faisabilité technique d'installations photovoltaïques en toiture de bâtiments qui avaient été identifiés et proposés soit par des participants aux réunions publiques, soit par des habitants du territoire qui avaient repéré, on va dire, des toitures bien exposées. ERDF, les syndicats d'énergie ont également été associés très en amont du projet pour participer aux préétudes de raccordement. On s'est vite rendu compte que c'était un point clé puisque c'est vrai qu'au départ on imaginait que les centrales villageoises ça c'est vraiment des toitures photovoltaïques assez concentrées sur les villages, assez rapprochées les autres. Et en termes de raccordement au réseau, eh bien ça pose des questions. Enfin, on fait apparaître des contraintes de surtension plus rapidement. Et donc on a travaillé en amont là pour dire rapidement les zones des différents villages qui posaient problème par rapport à l'injection d'électricité photovoltaïque. Voilà, donc il y a eu un travail de terrain, on va dire, pour faire émerger des groupes porteurs. Et puis au niveau énergie, il y a eu aussi un travail plus, on va dire, d'ingénierie juridique financière pour travailler sur un modèle. Donc on a, comment dire, on a passé en revue pas mal de solutions possibles. Et puis on a progressivement à l'idée que notre modèle reposerait sur la constitution de sociétés locales sous format SAS ou SIC, hein, donc société par action simplifiée ou société coopérative d'intérêt collectif. Ça nous semble être les deux modèles les plus pertinents par rapport à ce qu'on voulait faire. Et donc on a travaillé avec une avocate, avec différents juristes sur la point de statut type qu'on a ensuite reproposé au territoire pour qu'ils les adaptent. Donc ces statuts types sont des textes à trous qui figent, on va dire, certains points qui sont plutôt des garde-fous, on va dire, pour que les sociétés soient stables dans le temps et garantes des valeurs qu'on souhaite défendre. Et puis d'autre part, laisse quand même une certaine liberté aux citoyens pour faire un certain nombre de choix dans l'organisation de la gouvernance ou de différentes décisions qui sont à prendre par la société ou son organe de gestion. Voilà. Donc d'un côté un travail juridique, de l'autre un travail technique sur les territoires qui a progressivement conduit à la création des premières sociétés en 2013 et à la mise en service du premier projet photovoltaïque en août 2014.
en 2015. Hein. Donc voilà comment ça s'est passé, sachant que en 2014, on a commencé déjà à essaimer en PACA. On avait le parc du Luberon et le parc du Queyras qui étaient volontaires pour déjà commencer à bénéficier du retour d'expérience qu'on avait sur Rhône-Alpes et commencer à appliquer un petit peu enfin, mettre en œuvre les outils qu'on avait mis au point. Et donc, on a 3 nouveaux projets de centrales villageoises qui se sont lancés donc sur le Queyras et puis sur le pays de Banon dans le nord du Luberon et le pays d'Aigues dans le sud du Luberon. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, le concept qui a émergé un peu de tout ce travail de terrain et puis de réflexion, il est figé maintenant ce concept. Enfin, il est relativement précis. Donc, les centrales villageoises aujourd'hui, ce sont clairement des sociétés citoyennes dans le sens où elles associent une majorité, on va dire, de citoyens dans leur capital, mais elles associent également les collectivités et les entreprises locales dans leur actionnariat. Et ce sont des sociétés donc qui sont des sociétés territoriales qui ont un objectif de développement des énergies renouvelables sur un territoire donné. Donc un territoire qui est clairement identifié et qui est un territoire large, un territoire qui fait sens en termes d'objectifs énergétiques et de développement local, de bassin de vie. C'est pas uniquement une ou deux communes qui se regroupent pour lancer un projet de centrale villageoise. Voilà, donc ce concept, voilà, il est relativement précis et avec l'idée de participer donc au développement local du territoire par l'intermédiaire des énergies renouvelables, par l'exploitation de ressources locales. Le modèle de portage, donc, il est assez simple. Donc, on a différentes actionnaires qui prennent des participations dans une société locale. Donc, ces actionnaires sont principalement effectivement des citoyens. Ça peut être des entreprises locales, ça peut être d'autres investisseurs solidaires de type Club Sigal, Club d'investisseurs, Énergie partagée ou autres. Ça peut être des collectivités. Mon diaporama est un peu vieux parce que j'ai mis collectivité si la société est une SIC. Aujourd'hui, la loi sur la transition énergétique, les collectivités peuvent également prendre des participations dans les SAS. Ces participations donc, se font sous la forme de prises d'action. On peut avoir également des prises de compte courant d'associés en ajustement. Dans les sociétés locales qui, je l'ai déjà dit, sont soit des SAS, soit des SIC SAS. Ces sociétés lancent une première opération photovoltaïque pour le moment, donc via la réalisation d'installations groupées. À chaque fois, il est question de réaliser plusieurs toitures, plusieurs installations photovoltaïques en toiture chez différents propriétaires. Qui peuvent être des propriétaires publics, privés, peu importe. Et donc, l'exploitation de ces centrales photovoltaïques se fait par l'intermédiaire d'un bail qui est passé avec le propriétaire. Voilà, mais là, on a également une mutualisation à l'échelle du projet photovoltaïque, puisque le fait d'avoir une opération groupée sur plusieurs toitures permet d'avoir l'équilibre économique. On a un effet d'échelle sur le marché de travaux, on a une mutualisation des coûts fixes de la société qui fait que l'équilibre fonctionne si on a minimum une dizaine de toitures qui sont réalisées. Voilà, ensuite la société locale vend l'électricité à EDF pour l'instant et puis se rémunère sur cette vente d'énergie qui ensuite alimente donc les bénéfices de la société et peuvent être reversés en dividendes ou être mis en réserve pour ensuite financer de nouveaux projets qui peuvent être photovoltaïques ou éoliens ou hydrauliques en fonction de la stratégie de développement de la société. Voilà pour le modèle de portage. Si je reviens un petit peu à l'état d'avancement aujourd'hui en mars 2016, donc si vous voulez, aujourd'hui on n'a pas complètement fini, mais on va dire qu'on a bien avancé sur la mise en service et l'aboutissement des projets, des 8 projets pilotes initiaux. Et on a entamé clairement la phase d'essaimage et de démultiplication à l'échelle rhône-alpine, mais également en dehors de Rhône-Alpes. Donc on est vraiment dans une phase un peu transitoire où on peaufine un peu le modèle et puis surtout on cherche à le reproduire ailleurs. Officiellement, aujourd'hui, il y a 14 territoires qui sont impliqués dans une démarche de centrale villageoise. Donc les 8 territoires pilotes initiaux qui ont chacun constitué leur société locale, donc 7 SAS et une SIC SAS.
L'essaimage, donc, comme je vous l'ai dit, qui avait démarré sur le Queyras et sur le Luberon, qui ont également donné lieu à la création de 3 sociétés locales en 2015. Et puis on a également 3 autres projets émergents en Rhône-Alpes, donc sur le sud Baronnie, sur le Grésivaudan et sur le territoire de la Bourne à l'Isère. Sur ces 3 territoires, il y a déjà donc une SAS. J'ai mis en cours d'immatriculation, elle vient d'être immatriculée, donc sur le sud Baronnie. Et puis on a plusieurs autres territoires en réflexion pour se lancer dans un projet de centrale villageoise. En termes de réalisation de projets photovoltaïques, aujourd'hui, on a 5 projets. Quand je dis projet, donc vous avez bien compris que c'est les groupements d'installations photovoltaïques par territoire. On en a 5 qui sont en service. Ça représente 40 installations photovoltaïques unitaires installées, donc une puissance cumulée de 364 kW crête. Et un 6e projet donc, qui est en cours de travaux sur le Rosanais et qui devrait être mis en service d'ici un mois ou deux. Voilà. Donc là, vous avez la carte que vous pouvez retrouver, je pense, sur le site des centrales villageoises, qui illustre l'ensemble des territoires impliqués. Donc vous voyez un petit peu que les puissances qui sont en jeu sur le photovoltaïque, comme je l'ai dit, c'est à chaque fois une dizaine de toitures. Bon, c'est variable, c'est plutôt des petites toitures, effectivement, pour bénéficier du tarif d'achat intéressant en dessous de 9 kW crête, mais ça n'empêche pas de pouvoir réaliser des toitures plus grandes, justement avec l'effet de mutualisation. Vous avez aussi les différents types de statuts qui apparaissent, donc avec une prévalence de SAS, mais quand même 3 SIC qui ont été constitués sur les 14. Voilà, donc au niveau, si vous voulez, de l'élaboration de ce qu'on appelle le modèle des centrales villageoises, c'est pas quelque chose qui est uniquement comment dire, dicté ou ou choisi par Rhône-Alpes Énergie Environnement ou les parcs. C'est vraiment l'ensemble des partenaires des centrales villageoises qui, depuis 2010, en fait, est invité à participer à un comité de pilotage régional, enfin maintenant interrégional, et à valider pas à pas les étapes de la démarche, les choix des outils, la charte que je vais vous présenter juste après. Enfin, vraiment, le modèle, il a été constitué collectivement avec donc l'ensemble des territoires impliqués, l'ensemble des collectivités, des centrales villageoises, des partenaires tels que les syndicats d'énergie, ERDF, la région, etc. Donc voilà, on se réunit régulièrement et puis on essaye de définir collectivement les orientations du modèle. Ce comité de pilotage est animé par RA2E. On s'est donc en 2015 accordé sur le fait que justement il convenait de mettre au point une charte, que c'est vrai que j'ai pas mis le lien dans le document, mais elle est sur le site web Centrale Villageoise, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a une pluralité de formes de participation citoyenne dans les projets de production d'énergie renouvelable. On entend beaucoup parler de centrales villageoises, mais les projets citoyens loin de là sont des centrales villageoises et on souhaitait justement clarifier qu'une centrale villageoise par rapport aux projets citoyens, par rapport aux projets participatifs, et puis mettre à pied un petit les valeurs qui sont. Et aujourd'hui, pour les nouveaux qui souhaitent se lancer dans un projet de centrale, c'est prérequis d'être quand même en adéquation avec ces valeurs et avec les conditions de mise en œuvre avant voilà, de partir sur un projet de centrale villageoise. Comme je vous l'ai déjà dit, dans citoyenne, collectivités locales, on n'empêche pas que des centrales villageoises se lancent sans être en phase, en accord avec les objectifs de développement énergie. Aujourd'hui, on parle des territoires énergie positive, on a aussi climat, enfin, on a des tas de schémas directeurs qui sont définis au niveau des territoires. C'est que vraiment les villageois soient en relation objective en opposition. Il faut le soutien des collectivités pour que les projets se déroulent bien. On n'est pas sur des projets qui sont uniquement citoyens et qui n'iraient pas par les collectivités pour démarrer. On met en avant aussi le fait que, comme je l'ai dit, on soit respecté donc le mode naturel et avec notamment des interactions à avoir avec les architectes de parc, si on est en zone de parc, par exemple. Voilà, le partage des retombées économiques, donc on est sur
un partage des bénéfices entre tout l'actionnaire qui est optimisé dans la mesure où un actionnaire ne peut pas avoir 40% d'une société villageoise. Enfin, il y a des seuils qui sont fixés. Et puis l'objectif, c'est aussi que ces sociétés participent au développement local en favorisant l'intervention d'entreprises locales pour les travaux, pour le raccordement, pour les travaux annexes, etc. La mise en œuvre de cette charte, elle passe par notamment l'utilisation de l'ensemble des outils des centrales villageoises, donc les statuts types des SAS et des qui notamment doivent définir le territoire sur lequel les sociétés interviennent. Voilà, une société centrale villageoise, l'idée c'est qu'elle puisse intervenir sur un territoire donné et qu'elle n'ait pas d'investissement opportuniste à 500 km de chez elle, par exemple. Donc voilà, donc il y a une vraie réflexion à avoir sur le périmètre du territoire dès la constitution de la société. On est sur des projets qui doivent être viables économiquement, c'est important de le dire. On souhaite que le modèle se réplique, qu'il puisse toucher vraiment le grand public, le plus grand nombre, et donc il faut qu'il y ait une rémunération des fonds propres qui soit correcte pour les actionnaires. Sinon, on aura du mal à changer d'échelle. Puis, comme je l'ai dit déjà, on recherche la qualité des projets. Donc, concrètement, ça veut dire que les sociétés centrales villageoises, elles vont s'engager à prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage, à utiliser les modèles de cahier des charges, de business plan des centrales villageoises. Ce sont des garde-fous pour s'assurer qu'on est sur qui vont respecter certaines exigences. Il y a beaucoup d'outils validés par des professionnels. Des valeurs. Et services mis au territoire et que les s'engagent et en aidant d'autres voisins. Et aujourd'hui, vraiment relativement bien par les centrales villageoises existantes qui communiquent beaucoup autour d'elles, qui reçoivent beaucoup d'élus et qui cherchent à bien partager en leur expérience pour rendre d'autres territoires à se lancer. Donc, je reviendrai au webinaire numéro 3 sur vraiment les différentes étapes de façon précise qui jalonnent le développement d'un projet de villageoise. Il y a 3 phases, avec la phase d'émergence, elles sont vraiment initiées sur le site central villageoise dans la outils. Phase d'animation, pendant laquelle on va effectuer pas mal de réunions publiques et puis chercher à faire émerger un groupe de travail juridique d'un côté et un groupe de travail technique de l'autre. Le groupe de travail juridique va être celui qui va travailler sur les statuts types, les adapter et puis progressivement aboutir à la constitution de la société locale. Le groupe de travail technique va être celui qui va travailler sur l'émergence d'un premier projet photovoltaïque, de la recharge de toiture, des premières études, etc. La phase de développement, c'est celle, une fois que la société est créée et que le périmètre de bâtiment est à peu près stable, c'est la phase qui va permettre d'une part de capitaliser la société avec la recherche la recherche d'actionnaires pour atteindre un objectif cible de financement, et d'autre part le fait de mener à bien les études techniques, les études de raccordement, le dimensionnement du projet dans son ensemble, jusqu'à aboutir, on va dire, à un projet précis sur le plan technique et économique. Et puis ensuite, avant de passer à la phase réalisation, il y a en général une assemblée générale des actionnaires qui statue sur le lancement véritable des travaux. Il faut que l'ensemble des actionnaires soient d'accord sur le business plan, sur le choix de l'installateur, du matériel, etc., avant qu'on passe en phase travaux. Voilà, le calendrier est vraiment très approximatif. Ça dépend beaucoup des difficultés rencontrées sur le terrain.
euh, et puis de la taille du projet également. Je reviendrai là-dessus au webinaire 3 pour notamment donner plus d'éléments sur le chiffrage de ces phases en termes de jours, d'euros, etc. Ce qui est important aussi de dire, qui n'apparaît pas forcément dans le diaporama, c'est le fait que les centrales villageoises sont des démarches accompagnées. C'est sûr qu'on met à disposition pas mal d'outils et de services, mais l'idée c'est que les projets soient accompagnés par d'une part sur l'animation et d'autre part sur les aspects techniques. Donc sur l'animation, ça veut dire qu'on va identifier soit une collectivité, soit un animateur qui va comment dire, animer les réunions publiques et les groupes de travail. Et d'autre part, sur les aspects techniques, on va s'entourer d'une compétence professionnelle, d'un bureau d'études qui va accompagner la société dans le dimensionnement de son projet. Voilà, donc les outils et services dont je parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord des outils d'animation, des supports de communication, l'accès à un site web, l'accès à une adresse mail. Donc il y a effectivement une partie des outils qui est dans la boîte à outils en ligne sur le site, et il y a d'autres outils qui sont plutôt réservés aux centrales villageoises, en partie privée du site web. Des outils juridiques, par exemple tout ce qui est statut type, les baux de location de toiture, des documents types sur la gestion de société, des bulletins de souscription, des rapports de gestion, etc. Sur les aspects techniques, des modèles de cahier des charges, des guides d'aide aux démarches administratives. Sur les aspects financiers, différents plans de simulation économique, des modèles de dossiers bancaires, par exemple. Et puis au niveau des services mutualisés, donc une police d'assurance, c'est important de le dire, qui est mutualisée sur l'ensemble des centrales villageoises. C'est vrai que là, on laisse pas trop le choix dans la mesure où la police négociée, elle est relativement intéressante pour l'ensemble des centrales villageoises. Ça peut bien sûr évoluer, hein, rien n'est figé. On pourra éventuellement, enfin, voir si d'autres assureurs ou d'autres solutions d'assurance émergent à l'avenir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a une police qui est intéressante et qui est mutualisée sur l'ensemble des centrales villageoises. Sur la comptabilité, par contre, rien d'obligatoire. Enfin, les sociétés centrales villageoises peuvent choisir leur comptable localement, mais si elles n'en ont pas ou si elles n'en trouvent pas, on peut proposer voilà, une prestation de comptabilité également mutualisée sur plusieurs centrales villageoises. Voilà. Et puis sur le monitoring, qui est également demandé voilà, pour le suivi de la production des installations photovoltaïques. Pour l'instant, on passe voilà, par un système qui convient bien, qui pourra évoluer, mais on a aussi une proposition mutualisée sur l'ensemble des centrales villageoises. Voilà, je détaillerai vraiment ces outils dans le 24 mars. Voilà, j'ai terminé pour la présentation globale. Vous avez l'adresse du site internet, un contact générique, et puis également les contacts de tous les projets actuellement impliqués, si vous souhaitez les contacter. Beaucoup Noémie, c'était très intéressant et du coup il y a énormément de questions qui sont parvenues, donc on va essayer de les prendre une à une et on va quand même essayer de pas trop dépasser notre temps imparti vu qu'on a encore une présentation après. Donc d'abord au niveau structure juridique, on avait des questions. Est-ce que chaque installation a une société ou est-ce qu'on peut Ah, porter pas du tout. plusieurs projets et combien? Non, non, alors c'est dommage, j'ai pas été assez claire, donc je reviens sur le schéma. Il y a bien une société pour tout le territoire. Cette société va être le maître d'ouvrage des différentes installations de production d'énergie renouvelable. Donc là, en l'occurrence, sur les territoires existants, on a une SAS ou une SIC qui a réalisé l'ensemble des installations photovoltaïques de son territoire. Donc on a par exemple la SAS Centrale Villageoise de la région de Condrieu qui exploite les 8 installations photovoltaïques qui ont été réalisées sur le village des Haies depuis août 2014. Donc il y a une société qui exploite l'ensemble des installations, ces installations étant euh, sur des toitures qui appartiennent à des propriétaires publics ou privés qui louent leur toit. D'accord. Et du coup, on avait aussi une question à propos de l'initiative des projets. Est-ce que c'est plus à l'initiative des collectivités ou des citoyens? Et du coup, qui est propriétaire des installations dans ce cas? Alors, les propriétaires des installations, c'est la société locale, hein. C'est elle qui réalise, qui finance, qui exploite. Donc, c'est bien la société qui est propriétaire des installations. Euh, D'accord.
Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près le pourcentage de citoyens dans les actionnaires de ces sociétés? Oula, alors En ça moyenne dépend si on réfléchit environ? en nombre ou en euros, mais on est souvent, je pense, ça c'est très variable, mais on est en nombre, on est à 90-95%. D'accord, En action, on est peut-être un petit peu moins, mais peut-être 70 ou 80 en fonction des territoires, mais c'est très majoritaire. d'accord. Est-ce qu'un essaimage à l'échelon national est prévu pour les centrales villageoises, c'est-à-dire des porteurs de Alors projets qui seraient prévu, dans enfin d'autres c'est pas régions? prévu, enfin c'est-à-dire que vous avez compris qu'on a des projets actuellement sur Rhône-Alpes et sur PACA, donc il n'y a pas de limite régionale hein, à l'exercice, donc il peut y avoir un essaimage effectivement national. Je vois des questions passer là. Enfin, j'ai oublié de dire que les centrales villageoises, enfin, déjà le nom, il est protégé à l'INPI. Et la démarche, c'est celle que je vous ai présentée aujourd'hui, donc elle est relativement précise. Nous, enfin, l'idée, c'est que si voilà, si vous appelez un projet centrale villageoise et que vous lancez un projet de centrale villageoise, l'idée, c'est que voilà, il y a un respect de la charte et il y a un engagement à participer à ce réseau et à respecter, on va dire, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà, enfin nous on force pas du tout. Hein. Il y a plein de territoires qui nous contactent et qui nous disent on a un projet citoyen, mais on veut équiper une toiture de la mairie sur telle commune. On n'est pas vraiment dans la même démarche. Il n'y a pas, si vous voulez, d'objectif à long terme de développement des énergies renouvelables sur un territoire avec plusieurs communes, avec plusieurs énergies renouvelables envisagées. Donc voilà, c'est pas la même chose. D'accord. Et en termes de temps de travail et d'emplois créés, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner? Qui est-ce qui porte l'action? Est-ce que c'est des bénévoles? Est-ce que c'est des bureaux d'études? Et est-ce qu'il y a des emplois qui ont été créés au sein des centrales villageoises? Alors, pour l'instant, comme je l'ai dit, donc le, il y a effectivement donc la constitution d'une société locale donc qui fonctionne avec un président, un conseil de gestion. Un conseil de gestion, c'est une dizaine de d'actionnaires qui sont particulièrement motivés pour s'impliquer dans la vie quotidienne de la société. Ce conseil de gestion est pour l'instant bénévole et c'est lui qui, on va dire, pilote un peu la réalisation des différentes étapes du modèle. Par contre, il y a un accompagnement qui est financé, qu'il faut financer, qui est l'accompagnement sur l'animation et l'accompagnement sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage technique. Pour l'instant, on a eu des financements publics dans les territoires pilotes sur ces phases de développement. Le modèle évolue et on est en train sur les projets qui sont en cours d'essaimage eh bien de pas forcément enfin d'élargir on va dire le financement citoyen un peu à la phase développement dans la mesure où euh, on n'a pas forcément toujours des financements publics en phase développement. Donc ça, c'est à voir. Donc dans quelle mesure est-ce que l'apport des actionnaires pourrait également financer une partie, toute ou partie des études en phase amont, sous réserve qu'ils puissent se rembourser ensuite sur le business plan de la société. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore comme question au niveau plus technique? Que deviennent les installations une fois que, au bout de 20 ans, l'obligation d'achat n'existe plus? Donc les baux sont conclus sur 20 ans, effectivement, ils sont calés sur la durée d'achat. Après, il y a différentes sorties possibles. Nous, on ne connaît pas le contexte dans 20 ans, donc on a laissé de la souplesse dans les modèles de bail. Il y aura le choix soit de renouveler le bail, soit de remettre l'installation au propriétaire, soit de poursuivre l'exploitation pour encore 5 ans. Enfin, il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées et qui seront décidées en gré à gré entre la société et le propriétaire. D'accord. Et peu importe s'il s'agit de toitures privées ou publiques, il y a un contrat de location pour toutes les toitures? Ah oui, après le modèle est pas le même. Hein. Sur les toits privés, on est en bail civil et sur les toits publics, on est en convention d'occupation temporaire. Mais dans tous les cas, c'est sur 20 ans, ouais. D'accord, très bien. Alors, on avait une question à propos des financements européens. Est-ce que pour la démarche des centrales villageoises, vous avez pu obtenir des financements européens et quel type? Oui, c'est aussi ce que j'ai dit au départ. Donc, ces financements, ils ont permis de financer la partie développement, donc la partie études, hein, accompagnement et puis animation. On a eu notamment par territoire des financements leaders D'accord. apportés via les parcs naturels régionaux. D'accord. Et tout ce qui est phase d'animation, est-ce que c'est financé par centrales villageoises ou par des subventions spécifiques?
C'est-à-dire? Qui fait la phase d'animation et pour toutes les dépenses que vous avez, est-ce que c'est Centrale Villageoise qui va financer? Est-ce que vous encouragez les sociétés à trouver des subventions extérieures? Oui, pour l'instant, si vous voulez, je dis pour l'instant, donc sur les projets qui sont pilotes, enfin les premiers projets, euh, on a eu besoin de subventions sur l'animation et sur l'accompagnement technique. Donc ces financements européens, ils ont permis de financer l'animation et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça peut être aussi des financements locaux, hein. Enfin, je vois là sur un projet qui démarre, on a un financement d'une communauté de communes sur l'animation. Enfin, pour l'instant, effectivement, on partait du principe que voilà, le territoire pouvait participer financièrement à l'émergence du projet avec une aide sur la phase développement. Après, le projet, enfin, l'apport des actionnaires, il permet de financer intégralement les travaux et puis enfin, la réalisation opérationnelle du projet. Dans les enfin, dans les futurs projets, ce qu'on souhaiterait, c'est diminuer la part de financement public en l'optimisant, enfin sur uniquement vraiment le strict nécessaire, et puis en essayant d'intégrer du financement de la société centrale villageoise sur cette phase de développement. C'est pas simple à faire parce qu'il y a une notion de risque, c'est-à-dire qu'en phase de développement, si vous voulez, on fait des études, on ne sait pas forcément si le projet va être viable, s'il va sortir, etc. Donc c'est un peu délicat d'engager de l'investissement citoyen à ce stade. Voilà, il faut peut-être l'envisager avec des garde-fous. Et puis après, on peut aussi se tourner vers des dispositifs qui émergent en faveur du financement du développement de projets. C'est vraiment un projet, enfin c'est pas propre aux centrales villageoises, hein, cette question, c'est vraiment propre aux projets de production d'énergie renouvelable et notamment les projets citoyens qui démarrent avec zéro fonds propres. Donc énergie partagée, vous avez énergie partagée études hein, qui peut, je crois, faire cet apport en phase développement, mais il y a d'autres outils éventuellement portés par des régions ou par des collectivités locales qui peut permettre d'aider enfin de financer la phase développement. C'est pas un financement forcément sous forme de subvention, ça peut être un financement sous forme d'avance remboursable. Donc l'argent est avancé et ensuite remboursé par la société lorsque le projet sort, quoi. Donc on va prendre encore une ou deux questions et malheureusement on va devoir passer à la présentation suivante, sachant que de toute manière il y aura encore des présentations centrales villageoises, donc je suppose que tu reviendras sur pas mal de spécificités un peu plus tard. On avait une question sur le coût moyen des installations en euros par kilowatt crête au lancement des Ouais. installations. Ouais, alors c'est très variable, ça dépend des territoires, ça dépend beaucoup des travaux annexes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le coût des panneaux photovoltaïques, mais il y a aussi le coût des travaux annexes de type renforcement de charpente, de type surcoût de raccordement au réseau électrique. Et ça dépend vraiment des toits qu'on sélectionne, de l'état des toitures, de est-ce qu'il faut supprimer des cheminées, est-ce qu'il faut aménager un peu le toit. Donc ça peut gonfler un petit peu les coûts. Après, sur le photovoltaïque stricto sensu, on est, ça varie pas mal. On est entre 1,9 et 2,4 ou 5, je pense, par watt crête, suivant les territoires. Et de même qu'on a des grosses variations sur les productions, hein. Pour l'instant, on a des projets qui sont à la fois sur le Vercors ou les Bauges, enfin Savoie, Isère, et puis des projets qui sont Baronnie, Queyras, PACA. Il y a des variations de 20 à 30% d'ensoleillement qui se traduisent directement sur sur les recettes, hein. Donc ça aussi, ça peut faire varier les aspects, enfin les rentabilités. Je vous encourage vraiment à aller sur le site www.centralevillageoise.fr parce que il y a des éléments sur ces aspects-là, sur le modèle économique, sur les différents coûts, sur les différents outils du modèle qui peuvent vous donner plus de précision. Merci Noémie. Donc une dernière question et puis après on va passer à la présentation suivante. J'espère que tout le monde a eu les réponses à ces questions. Donc une question à propos de la Drôme provençale. Beaucoup de communes sont sollicitées par des opérateurs privés pour des centrales au sol avec des retombées économiques importantes pour elles. Quelle réponse peut-on leur apporter pour les inciter à aller vers centrales villageoises? Bah,
te laisse une question un peu plus difficile pour la fin, Noémie. Tout dépend ce que souhaite le territoire. Enfin, là, nous, ce qu'on propose, c'est quand même des projets qui sont concertés, qui sont débattus avec la population locale, qui font participer au développement local. Enfin, ces projets de centrales au sol, en général, sont portés par des opérateurs extérieurs au territoire et certes, vont peut-être proposer une location de terrain à la collectivité, mais il y aura pas d'association de la population. Il y aura pas spécialement d'attention au paysage ou à l'architecture. Donc ça sera un projet beaucoup moins collectif et beaucoup moins, ancré localement. Donc après, enfin, je veux dire, nous n'a pas la prétention de dire que tous les projets de production d'énergie renouvelable doivent être absolument citoyens. Il y a plusieurs formules qui existent. Ce qu'on pense, c'est que effectivement, le fait de les ancrer localement permet d'avoir des retombées économiques plus importantes pour le territoire et permet d'avoir des projets surtout qui correspondent mieux aux objectifs du territoire. C'est pas exclu qu'on ait des centrales villageoises sur des petites centrales au sol si le terrain le permet. Enfin, j'ai parlé beaucoup de toiture parce que voilà, pour l'instant, on est sur un tarif d'achat bonifié, mais on n'a jamais exclu d'office le fait d'aller sur des centrales au sol. Merci Noémie pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de passer donc au cas du parc naturel et régional du Vercors. Donc je vais passer la parole à Monsieur Emmanuel Jean-Jean et diffuser cette présentation. Emmanuel, Oui, vous m'entendez? c'est à vous. On vous entend bien. D'accord, très bien. Eh ben, bonjour à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc moi, je vais essayer d'apporter un peu le regard et de témoigner le regard du parc naturel régional et de témoigner sur l'implication et la participation du parc dans ces projets. Je vais témoigner un petit peu à deux titres parce que je suis chargé de mission énergie au parc du Vercors depuis un peu moins d'un an. Mais j'étais au préalable chargé de mission énergie au parc du Queyras pendant 4 ans, et donc j'ai pu lancer en fait le projet de centrale villageoise sur le parc du Queyras dans la phase déjà de d'essaimage dont parlait Noémie à l'instant. Voilà, je vais parler un petit peu à ces deux titres. Donc j'ai prévu de vous présenter quelques éléments de contexte sur le parc du Vercors, mais qui montrent quand même aussi qu'est-ce qu'un projet de parc sur l'énergie, et puis ça montre que le contexte territorial est quand même important pour ce type de projet. Et puis après, je présenterai des éléments un peu plus concrets sur les centrales villageoises qui sont en projet ou en fonctionnement sur le territoire. Donc simplement une présentation très rapide pour situer le contexte. Le parc du Vercors, c'est 85 communes, à cheval sur 2 départements, la Drôme et l'Isère, et entouré essentiellement par 2 gros bassins de vie, la métropole grenobloise sur l'est du massif, et puis la métropole de l'agglomération plutôt de Valence et Romans à l'ouest du massif du côté de la vallée du Rhône. Un territoire aussi qui est caractérisé par des entités territoriales assez différentes. Cette carte qui est là, elle présente plutôt des régions naturelles, mais il se trouve que c'est en gros basé sur le découpage des intercommunalités. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que ça montre aussi que la bonne échelle, enfin en tout cas l'échelle qui a été retenue sur le parc du Vercors pour les projets de centrales villageoises, c'est plutôt l'échelle de ces territoires de communautés de communes ou de ces régions naturelles. C'est-à-dire que ce dont je vais vous parler après, c'est d'une centrale villageoise, donc d'une société qui a été créée sur le Trièves. Je sais pas si on voit mon pointeur. Non, donc sur le Trièves, la partie en jaune. Une autre a été créée sur la Gervanne, la partie marron. Une autre société a été créée sur les 4 montagnes, la partie qui est ici en vert.
Et puis, on a un projet en cours sur le Vercors central et puis sur la communauté de communes de la Bourne à l'Isère, ici au nord. Donc, 5 projets en ce moment sur le territoire du parc du Vercors. Bon, vous avez quelques caractéristiques ici du territoire de parc. On est sur un territoire de moyenne montagne, des préalpes, donc un massif calcaire avec un milieu quand même très très rural, et des villages allant de quelques habitants à quelques milliers d'habitants. Alors la politique énergétique du parc du Vercors, elle est très ancienne. C'est un des, je pense, des premiers parcs qui s'est positionné sur ces questions, initié dans les années 90, puis inscrite dans une charte, dans la précédente charte 95-2007, et puis fortement inscrite dans la charte actuelle 2008-2020 avec un objectif d'autosuffisance énergétique à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, la volonté d'aller sur les dispositifs type TEPO, STEPCV, d'autosuffisance énergétique, même si cette ambition, elle est affichée depuis un bon moment, et que le parc travaille sur ces questions depuis longtemps. Alors, les premières actions dans les années 90, c'était essentiellement sur les questions de bois-énergie, puisque la ressource en bois sur le territoire est importante. Donc vraiment un gros travail sur la structuration des filières, l'installation de plateformes de chaufferie bois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sont dénombrés à peu près 250 chaudières automatiques au bois, à la fois sur du privé ou sur du public, pour un cumul d'environ 30 mégawatts. Donc, vous voyez, sur 85 communes, c'est des communes rurales, c'est des installations qui sont quand même assez importantes. Le solaire avait été aussi travaillé dès les années 90, notamment sur des sites isolés, sur des refuges, sur des gîtes. Surtout sur du photovoltaïque et puis également sur du thermique. On a aujourd'hui à peu près 8000 m² de solaire thermique sur le territoire. Donc voilà, il y a une liste ici d'actions qui ont structuré dans les années passées les actions du parc. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même sur un territoire où on a des actions passées et surtout une véritable culture de l'énergie, une culture locale des questions énergétiques avec des élus qui sont quand même bien au fait de ces questions, qui ont eux-mêmes l'exploitation en régie de réseaux de chaleur bois par exemple, et des installations solaires sur certains des bâtiments publics. Donc un terreau assez intéressant pour cette question du développement citoyen des énergies renouvelables. Juste quelques mots là de quelques chiffrages sur les potentiels. Vous avez à gauche les productions actuelles et potentielles intégrant l'hydroélectricité. Donc vous voyez que l'hydroélectricité est quand même majoritaire dans la production d'énergie renouvelable aujourd'hui. Le graphe de droite montre la production actuelle et potentielle qu'on a pu réaliser dans le cadre du dossier TEPOS. Donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les potentiels sur l'hydroélectricité sont relativement faibles en termes de développement. Par contre, évidemment, le bois énergie est très important et le solaire aussi est une énergie qui ressort très fortement avec un potentiel solaire photovoltaïque d'environ 130, qu'on a estimé à 120-130 mégawatts possibles en parlant uniquement des installations en toiture sur le territoire parc. Voilà, alors je vais en venir un peu plus au rôle du parc dans le développement des projets de centrales villageoises. Simplement pour rappel, parce que tout le monde est peut-être pas bien au fait des missions des parcs et du fonctionnement des parcs. Donc les parcs sont des projets de territoire qui sont formalisés dans une charte. La charte du parc est signée par toutes les communes du parc, la région, les départements, et a une durée de 12 ans. Avec les principales missions qui sont listées ici, les 5 points, donc concernant la préservation des patrimoines naturels mais aussi culturels, et on peut mettre dans cette préservation la question du patrimoine bâti, favoriser le développement économique local et le cadre de vie. Donc là on est essentiellement sur pas mal de parcs de montagne sur des missions en lien avec la question du tourisme, de l'agriculture et de l'exploitation de la forêt. L'aménagement du
territoire aussi par la participation et l'implication très forte des documents de planification et des documents d'urbanisme, hein, PLU, PLUI, SCOT. L'information, la sensibilisation des habitants et aussi, je rajouterai, des touristes, hein, et l'accueil des touristes, des visiteurs avec des missions d'information, de sensibilisation sur le projet de parc. On parle d'éducation à l'environnement et au territoire, hein, par rapport aux enjeux du territoire. Et puis, bien sûr, et c'est là que s'inscrit aussi le projet de centrale villageoise, la question de l'expérimentation et de mener des actions innovantes. Donc là, je pense que c'est aussi pour cette raison que les projets de centrale villageoise sont nés en Rhône-Alpes dans les parcs. Hein. On avait déjà une animation qui était portée par Rhône-Alpes Énergie Environnement, une animation des parcs en matière d'énergie. Donc les territoires de parc étaient vraiment bien choisis pour mener cette expérimentation. Je pense que la plus-value des parcs aussi sur ce type de projet, c'est le lien au territoire et le lien aux habitants. Hein. Vous le voyez, il y a une mission qui relève de l'information, de la sensibilisation, donc des actions évidemment régulières, par exemple en milieu scolaire, des animations sur le territoire en termes de conférences, de visites, etc. Donc on a vraiment ce terreau, je pense, assez intéressant dans les territoires de parc pour mener ces projets. Alors le rôle du parc dans le déroulement des projets dont Noémie a parlé, on va dire sur la phase 2011 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2015, jusqu'à aujourd'hui. La première mission, ça a été aux côtés de Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui était plutôt en support technique. C'était d'impulser les projets. Évidemment, les projets, en tout cas sur le territoire du Vercors, ils sont pas nés tout seuls. Ils ont été, on peut dire, impulsés par le parc et par une série de réunions publiques sur les différents territoires que l'on a vus, hein, donc de manière totalement décentralisée, pour proposer l'idée, la discuter, la soumettre à des habitants, à des acteurs du territoire, et commencer un petit peu à structurer le projet. Mais l'impulsion première, elle a véritablement été donnée par le parc avec l'aide de Rhône-Alpes Énergie Environnement. On a aujourd'hui des projets qui émergent tout seuls, sans impulsion du parc, mais aussi parce que voilà, évidemment les projets sont localisés, mais la communication et la diffusion se fait sur tout le territoire. Donc dès lors que l'on voit que ce type de projet est possible et faisable, et en plus que ça s'est fait pas très loin de chez soi, généralement c'est quand même un moteur intéressant pour soi-même impulser ou être moteur de projet en tant que citoyen. Je reviendrai sur la question de l'animation là qui était ressortie dans les questionnements, qui peut être à différents niveaux. Le rôle du parc aussi, c'est bien sûr, et ça a été rappelé dans la charte des centrales villageoises, c'est vraiment la cohérence avec le projet de territoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des projets uniquement citoyens déconnectés des logiques de territoire, mais on s'inscrit bien dans un projet de territoire, dans un projet énergétique, qu'il soit plan climat-énergie, qu'il soit démarche TEPOS, qu'il soit Agenda 21, et on est vraiment en lien avec ce projet de territoire. Et être en lien avec ce projet de territoire, c'est être en lien avec le projet énergétique du territoire, mais aussi, bien sûr, avec le projet en termes de préservation du patrimoine bâti, par exemple, des paysages. Et c'est là que les parcs ont une plus-value aussi à apporter, puisque ils sont la plupart dotés de compétences en termes d'urbanisme, de paysage, voire d'architecture. Donc on a dans la plupart des parcs un accompagnement aussi qui est possible par la mission urbanisme, architecture pour l'implantation des projets. Un des rôles du parc aussi, c'était Noémie l'a un peu effleuré, c'était aussi à un moment montrer que le photovoltaïque ça marchait, et ça marchait non pas dans des démarches individuelles bien souvent parfois décevantes, hein, parce qu'on a connu ce démarchage commercial dans les années 2011-2012, mais que ça pouvait se faire de manière coordonnée avec une démarche de qualité,
avec des garanties de résultats et avec un véritable travail sur la qualité d'intégration, à la fois sur le bâtiment et dans le paysage. C'est vrai que sur le Vercors, on avait un contexte favorable aussi. C'était un projet photovoltaïque au sol qui avait été, on va dire, évoqué, préfiguré ici sur le territoire des Quatre Montagnes, et qui a provoqué une certaine levée de bouclier. Donc, en réponse à ça aussi, que le parc puisse proposer une démarche diffuse, mais quand même coordonnée et avec une logique de prise en compte des enjeux du territoire, ça paraissait vraiment intéressant à ce moment-là. Favoriser la participation citoyenne, c'est aussi une des missions du parc, et je pense que c'est un aspect vraiment intéressant dans ces projets de centrales villageoises. C'est que je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui à ces questions de concertation, d'implication du citoyen. Et jusqu'à présent, on était beaucoup dans, en gros, demander leur avis aux gens, ou mieux que ça, essayer de construire avec eux des projets, mais vraiment de très long terme, ou plutôt de les impliquer sur l'élaboration de stratégies, de plans d'action, qui sont quand même pour la plupart des citoyens un peu abstraits. L'avantage des centrales villageoises, c'est qu'on est véritablement sur la construction d'un projet concret, de court terme, on va dire, puisqu'aujourd'hui le modèle il a été dupliqué. On peut Noémie montrer un calendrier, mais on peut dire qu'en l'espace d'un an et demi, 2 ans aujourd'hui, avec l'utilisation des outils mis à disposition, c'est des projets qui sont réalisables. Donc véritablement, un projet de transition énergétique local et concret au-delà des démarches de concertation qu'on peut avoir. Et c'est bien souvent intéressant parce que, notamment dans le cadre du KERA, on avait justement travaillé sur un plan climat territorial. On avait mené ces concertations sur l'élaboration du plan climat. Et c'est vrai que le projet de centrale villageoise est vraiment arrivé au bon moment parce que, à l'issue de ces concertations un peu théoriques, on va dire, on a pu proposer aux citoyens qui étaient déjà mobilisés de passer véritablement dans une phase opérationnelle de montage de la société, de repérer les toitures et de construire ensemble un projet de production. Donc ça, c'est un élément vraiment extrêmement intéressant. Alors le parc aussi, ce qu'il apporte et ce qu'il a apporté dans les démarches, c'est quand même un soutien en termes d'animation. On en a parlé un petit peu, donc l'animation de réunions publiques, arriver à trouver les bons partenaires techniques, par exemple mettre les projets en lien avec le CAUE, les aider dans l'élaboration des cahiers des charges et dans les consultations de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il y a quand même un investissement assez important. Moi je l'ai vécu sur le parc du KERA. C'est vrai qu'on a pu bénéficier d'un financement dans le cadre du POIA. Ça c'est pour répondre à une des questions. Donc un programme opérationnel sur le massif alpin. Donc on est sur des financements FEDER et région qui nous ont permis à la fois de financer du temps passé parc et de financer une partie des études, notamment des études techniques, avec un bureau d'études spécialisé en photovoltaïque pour valider le choix des toitures qui avaient été fait par les habitants, les citoyens, et accompagner sur la consultation des entreprises d'installation des panneaux. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu quand même un peu de financement public sur l'animation et sur le paiement de prestations de bureaux d'études. Le challenge aujourd'hui, je crois, c'est d'arriver à intégrer ces coûts-là dans les projets eux-mêmes. Mais je pense que dans cette phase encore un peu de transition, on a peut-être encore besoin un peu de subventions publiques, mais certaines régions, et en Rhône-Alpes c'est le cas, proposent déjà des dispositifs pour accompagner les projets citoyens. Donc on devrait pouvoir arriver à dupliquer les projets. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cet apport de financement via les parcs ou via Rhône-Alpes Énergie Environnement dans les projets dont on a parlé. Alors ce que ça rapporte, là je l'ai listé très rapidement, et l'intérêt de ces projets, j'ai déjà un petit peu évoqué.
Alors j'ai mis un peu d'énergie renouvelable, c'est pour insister sur cet aspect-là, c'est qu'on n'est pas tant sur des objectifs de production. Évidemment, quand on accueille un projet photovoltaïque au sol sur un territoire, du jour au lendemain, on a plusieurs mégawatts qui sont installés. On n'est pas du tout dans cette logique, on est quand même dans un paradigme, je pense, totalement différent. On est plutôt sur l'idée de monter avant tout un projet citoyen, un projet local, d'amorcer quelque chose, d'amorcer une dynamique. Donc on démarre à une échelle qui est forcément modeste, hein. Donc on est sur des projets en gros entre 50 et 100 kilowatts crête, mais qui ont avant tout les vertus qui sont listées en dessous, donc cette question de la relocalisation de la question énergétique. On nous dit bien souvent oui, mais les projets de centrales villageoises, c'est des projets de production et on parle jamais de maîtrise de l'énergie et de réduction des consommations. Mais en fait, naturellement, on en parle évidemment puisque les citoyens sont vite sur des questionnements de qu'est-ce que va produire le projet par rapport à nos consommations, qu'est-ce que ça représente. Et nécessairement, on est amené à se poser la question aussi de la maîtrise de l'énergie sur le territoire, et en tout cas d'apporter localement cette question de la production énergétique, d'en voir les avantages, les inconvénients, parce que le photovoltaïque a aussi des inconvénients comme toute production d'énergie. Donc c'est véritablement se poser la question concrètement en se mettant dans la peau d'un producteur finalement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, l'apparition d'une société locale, qu'elle soit SAS ou SIC, sur le territoire, c'est aussi un nouvel acteur de l'énergie qui apparaît. Et ça c'est intéressant parce que dans les discussions, les comités de pilotage ou autres, ou les comités de transition énergétique qu'on peut avoir sur le territoire, on a ce nouvel acteur qui est une représentation citoyenne de la production d'énergie et qui apporte une dimension intéressante face à d'autres acteurs qui peuvent être associés à la démarche du territoire. Et puis c'est l'amorçage de ce que j'ai pu appeler un cercle vertueux, hein. L'idée c'est bien sûr d'apporter des ressources à cette jeune société, hein, qui on espère va perdurer pour évidemment arriver à monter d'autres projets. On parle de différentes phases, hein. Là on est sur des projets qui sont en première phase, donc c'est les premiers projets de toit solaire. Et on peut imaginer bien sûr d'autres choses à l'avenir. Nous, au niveau du parc du Vercors, on s'est mis un petit peu en retrait des projets en cours parce qu'ils fonctionnent finalement assez bien. Ils sont dotés d'outils, donc on est plutôt en veille et en réponse aux demandes. Par contre, on essaie de porter vraiment cette dimension citoyenne dans le développement des projets. Il y a plusieurs idées de projets éoliens aujourd'hui sur le territoire. Et on aimerait vraiment les amener à se positionner sur cette question de montage public, privé, mais impliquant les citoyens, et bien sûr d'investissement participatif au capital des projets éoliens. Alors contrairement au photovoltaïque, déjà on est sur des projets qui sont de taille vraiment très importante, plusieurs millions d'euros, mais dans lesquels d'entrée de jeu, évidemment, on annonce qu'on ne se passera pas d'un développeur et d'un professionnel de l'éolien. Autant sur le photovoltaïque, on pouvait s'entourer de compétences avec le travail d'un bureau d'études, autant sur l'éolien, il nous semble qu'on est plus sur la construction d'un partenariat avec un opérateur privé dont c'est le métier et qui va bien sûr porter aussi une partie des investissements, que ce soit en phase de développement ou en phase de construction. Quelques éléments sur les différents projets en cours sur le parc du Vercors. Donc on a un projet qui a été installé en 2015, inauguré en 2015 dans le sud du massif, donc un projet de 6 toits entre 8 et 9 kW crête, sur des toitures à la fois publiques et privées. Vous avez quelques chiffres ici qui vous donnent un petit peu les dimensions. On est sur une SAS avec 60 actionnaires pour une puissance totale de 50 kW crête. Donc c'est le seul projet qui aujourd'hui est véritablement en fonctionnement, en production sur le Vercors de centrale villageoise.
On a 2 autres projets par contre qui faisaient partie de cette première phase, qui sont vraiment bien avancés, qui sont quasiment finalisés hein, en termes de montage, et dont les travaux sont programmés au printemps ou à l'été 2016. Donc sur le territoire du Triel, avec une SAS et environ 8 toits, avec la possibilité, là vous le voyez, d'intégrer des toitures au-dessus de 9 kW crête, puisque sur ce projet, comme sur celui des Quatre Montagnes d'ailleurs, on a eu une subvention, enfin les sociétés ont réussi à avoir une subvention de la région à l'investissement, ce qui fait que ça nous permet aussi d'intégrer des toitures qui bénéficient d'un tarif d'achat qui est un peu moins favorable. Donc ces 2 projets, Trièves, Quatre Montagnes, réalisation courant 2016. Et puis un projet en cours mais qui avance très bien et qui est, on le voit déjà dans une phase un peu d'essaimage avec une ambition un peu plus importante, une ambition d'une 20aine de toitures. Par contre, on est essentiellement sur le seuil de 9 kW crête. On a déjà les tarifs d'achat qui sont bloqués pour ce projet. Donc voilà, peut-être un projet, si on arrive à mobiliser les fonds propres, d'une taille qui s'approcherait plutôt des 200 kW crête et qui se positionne sur 6 ou 7 communes environ, avec l'idée d'avoir des toits sur chacune des communes. Et puis le petit dernier, on va dire, le projet sur le territoire de la Bourne-à-l'Isère, qui est intéressant parce qu'il a émergé véritablement d'une initiative locale. Là, on peut pas dire que le parc est impulsé ce projet, il est plutôt porté par une association locale qui s'est structurée et qui s'est posé la question d'une action concrète, encore une fois, associant les habitants, et qui mène de manière vraiment autonome, avec déjà quelques habitants associés, une série de réunions publiques en ce moment, pour faire boule de neige. Et aujourd'hui, il y a déjà une centaine de contacts qui sont pris avec des citoyens intéressés pour s'impliquer dans le projet. Donc voilà un tour d'horizon rapide des projets du Vercors. Alors j'ai mis quelques photos après sur le projet de la Gervanne. Vous voyez qu'ils sont tellement bien intégrés, les panneaux, qu'on les voit à peine. Donc ils sont situés en bas à droite hein, de l'image ici, sur une auberge communale. Alors un projet sur une maison individuelle sur une toiture tuile canal, qui est orientée à l'est. C'est vrai qu'on m'a fait remarquer récemment l'effet de la cheminée, mais comme c'est orienté à l'est, finalement on a un masque qui est assez réduit. Sur un bâtiment agricole où malheureusement on est aussi dans un petit peu l'aberration des tarifs d'achat, c'est-à-dire qu'on s'est limité à 9 kW crête, alors qu'on aurait pu faire beaucoup plus, puisqu'on a un effet d'aubaine par rapport à ce seuil et par rapport au tarif d'achat. Et puis un projet sur une maison individuelle, sur une résidence secondaire aussi, d'une 60aine de mètres carrés. Donc voilà pour quelques illustrations. Juste un petit témoignage complémentaire. Donc sur le Queyras, c'est vrai qu'on a pu utiliser tous les outils développés dans les des années 2011 à 2014, on va dire, par Rhône-Alpes Énergie Environnement. Le projet du Queyras a été mené environ en 2 ans, donc sur les années 2014-2015. Les mises en service se sont faites là en janvier 2016. On est sur 10 toitures qui ont vraiment été optimisées. On s'est vraiment attaché à installer systématiquement du 9 kW crête ou juste en dessous, pour vraiment optimiser la production. On a des très très bonnes orientations aussi, et on bénéficie d'un ensoleillement qui est extrêmement favorable. On est sur des productifs de l'ordre de 1200 à 1400 kWh par kW crête. Donc voilà, un effet montagne et puis ensoleillement aussi, bien sûr, du territoire des Hautes-Alpes de PACA. Ce projet, il a été monté avec une société, une SIC, avec 200 sociétaires, 90 000 euros de fonds propres, pour un investissement total d'environ 280 000 euros. Il a bénéficié aussi d'une aide de la région.
Et sa particularité qu'il l'ancre bien au niveau territorial aussi, je trouve, c'est que le travail a été mené sur une dizaine de communes et qu'on s'est vraiment attaché à essayer de faire un projet par commune. Donc à une exception près, on a un projet, une toiture par commune, et on a beaucoup de toits publics. Il y a 9 toits publics en fait sur 10. Dans une phase d'initiation aussi, c'est vrai que moi je trouve que la mobilisation des toits publics est quand même plus facile que celle des toits privés, parce qu'on a quand on a un engagement d'une collectivité, c'est rare qu'elle revienne sur cet engagement, alors que sur les privés c'est un petit peu plus délicat. Et puis on a eu surtout une prise de participation de chaque commune dans la société, de la communauté de communes, avec des participations qui vont du symbolique à des choses assez significatives, de plusieurs milliers d'euros, et une partie du syndicat départemental, Team 05, qui a participé en action sur ce projet. Donc cette participation, comme l'accompagnement et le soutien du parc, ça je l'ai pas dit, c'est aussi une façon de crédibiliser le projet. Évidemment, on va avoir des banques. Bien évidemment, quand on a un projet qui est soutenu par une communauté de communes, par un parc, voir si la communauté de communes a la capacité d'apporter la garantie d'emprunt, ce qui est un moment quelque chose que l'on recherche. Évidemment, l'ancrage local, le soutien local des communes ou des communautés de parc est vraiment intéressant. Donc c'est aussi un avantage à ne pas négliger. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Oui, si peut-être pour finir, la question de l'animation locale et de l'émergence, moi je pense qu'elle est très variable. On voit des initiatives aujourd'hui naître véritablement du terrain, c'est-à-dire d'un groupe de citoyens qui se mobilisent avec parfois, il faut le dire, des compétences aussi locales, donc des gens qui savent quand même un petit peu ce que c'est l'énergie, certains savent bien ce que c'est que le photovoltaïque, certains ont ça c'est intéressant, ont fait l'expérience d'une installation individuelle, donc se sont frottés déjà aux questions de raccordement, obligation d'achat, etc. Donc des projets qui vivent et qui émergent, je dirais, tout seuls, avec simplement un soutien moral, un petit coup de pouce financier éventuellement des collectivités, mais vraiment une animation qui vit d'elle-même. Et puis d'autres territoires où véritablement le travail d'animation, d'aide à l'émergence est plus important si on a seulement juste une intention de citoyens de s'impliquer, il va falloir effectivement être à leur côté et les accompagner. Donc voilà, des niveaux d'animation qui sont très variables. En termes de temps passé, je vois qu'il y avait des questions là-dessus. C'est pareil, on est sur des niveaux très variables. Sur le Queyras, on était quand même sur un temps relativement important. On peut parler peut-être pour l'émergence d'un projet comme celui-là, d'un cinquième ou d'un quart temps, on va dire, sur 2 ans, pour suivre le projet, l'accompagner, travailler sur les cahiers des charges, animer des comités de pilotage, etc. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais encore une fois, voilà, sur certains territoires, comme on est en train de le voir, l'émergence et l'animation peut se faire toute seule. Merci. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci, on va passer aux questions maintenant. Donc il y a quelques questions aussi sur votre présentation. Une première question, est-ce que le PNR anime un plan climat ou êtes-vous à cheval sur plusieurs plans climat? Je ne sais plus si vous y avez répondu ou pas en cours de route. Alors oui, le parc apporte un plan climat qui est déjà un petit peu, qui a quelques années. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur la structuration en démarche territoire à énergie positive, qui finalement ressemble beaucoup aux démarches de plan climat. Donc oui, on a une politique territoriale avec un plan d'action, etc. sur les questions d'énergie. D'accord. On avait ensuite une question à propos du tarif d'achat. Étant donné qu'il diminue, est-ce que le modèle de vente totale est-il pertinent ou bien est-ce que vous envisagez peut-être une approche d'autoconsommation ou de micro-réseau local de distribution pour la production?
apporter un élément de réponse et puis peut-être que Noémie pourra compléter, mais aujourd'hui on est sur le modèle de tarif d'achat. Effectivement, il diminue. Dans 3 ou 6 mois d'ailleurs, on ne sait plus trop ce qui va devenir. Donc c'est vrai que le contexte risque de changer, mais jusqu'à présent, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé dans les projets puisque ça permet d'avoir, comme tous les investisseurs dans les énergies renouvelables, une visibilité sur 15 ou 20 ans avec ce tarif garanti. Donc c'est vraiment le modèle qu'on a privilégié aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les projets du Vercors, il n'y a pas véritablement de réflexion sur les questions d'autoconsommation ou de stockage, mais je crois il y a un projet qui commence à se mettre en place sur smart grid rural ou réseau intelligent, peut-être sur le parc du Pilat. Noémie, tu peux peut-être en dire un mot? Oui, juste pour reprendre sur la pertinence du modèle économique, vous m'entendez là ou oui? Oui, oui, très bien, Noémie, oui. Parce que j'ai rebranché mon micro. La pertinence du modèle économique par rapport à la baisse des tarifs d'achat. Si vous voulez, ce qui se passe avec la baisse des tarifs d'achat, c'est que l'équilibre du modèle économique se déplace légèrement et tout simplement, il faut augmenter le nombre de toitures pour garder cet équilibre. Donc c'est comme ça qu'on contre un petit peu la baisse du tarif, puisque entre les premiers projets de centrales villageoises et ceux qui sortent en ce moment, le tarif il a dû passer de 32 à 25 centimes, donc ça fait déjà une baisse significative. Et concrètement, ça signifie qu'on a dû augmenter le nombre de toitures. L'autoconsommation, pour l'instant, ça fait pas partie des évolutions envisagées. C'est une approche qui est plus individuelle et qui, pour l'instant, n'a pas forcément d'équilibre économique. Après, le modèle des centrales villageoises, il est évolutif en fonction de l'évolution du mécanisme de soutien aux énergies renouvelables. Il s'adaptera. Nous, ce qu'on envisage plutôt à terme, c'est qu'on soit sur véritablement des petites coopératives de production d'énergie. Alors ça, c'est pas pour un futur proche, mais c'est ce qu'on aimerait envisager à terme. Sur la question du réseau électrique que tu mentionnais, Emmanuel, effectivement, ce qu'on n'a pas forcément trop développé, c'est le fait que dans les différents projets photovoltaïques initiaux, on a beaucoup buté sur la question du raccordement au réseau électrique. On est en milieu rural avec des réseaux parfois un peu contraints, un peu faibles. Donc ça a occasionné parfois des surcoûts de raccordement ou tout simplement l'abandon de différentes installations. Donc ça c'est vraiment des questions un peu propres au milieu rural. Et on est en train justement de lancer un projet, on a lancé en décembre 2015 un démonstrateur, ce qu'on appelle Smart Grid, qui s'adosse à la centrale villageoise photovoltaïque sur le village des Haies, dans le parc du Pilat. Donc il s'adosse aux 8 installations en service qui sont sur ce village dans le cadre de la centrale villageoise. C'est un projet qui inclut 10 partenaires, qui est copiloté par ERDF et RA2E, qui est l'énergie, le parc du Pilat, la commune, Espul et puis Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Noémie, je crois que tu as coupé ton micro. Alors oui, il y avait encore 2 questions. Une fois que l'installation est effectuée, est-ce que le collectif va se lancer sur d'autres projets? Est-ce que c'est déjà prévu? Je suppose que c'est en discussion. Oui, il y a déjà des sociétés qui sont en train de rechercher des nouvelles possibilités de toiture. Je sais que sur le Kera, ils sont déjà dans une deuxième phase pour trouver de nouveaux toits. Voilà. Après, je sais pas, Noémie, il y a d'autres territoires, je pense aussi, qui sont en réflexion. C'est le cas aussi dans la plupart des sociétés qui ont déjà un projet photovoltaïque en service. Et si vous voulez, la difficulté, ça a été essentiellement de monter tout le modèle juridique, financier, de créer les sociétés et de lancer un premier projet. Pour celles qui ont mis en service, il y a maintenant une certaine visibilité, une certaine reconnaissance locale. Et donc l'objectif, c'est de pas attendre et de pouvoir rebondir rapidement sur les côtes de ce premier projet pour en lancer d'autres. Donc c'est vrai que ça passe beaucoup par des deuxièmes tranches photovoltaïques pour l'instant, mais on commence à avoir des demandes pour aller sur d'autres filières énergétiques. Le modèle sera peut-être amené à évoluer un peu justement si on s'intéresse au grand éolien ou à l'hydraulique.
On sera peut-être sur un modèle un peu différent, mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif des centrales villageoises de produire différentes énergies renouvelables sur son territoire. D'accord, on avait une dernière question, c'était sur le calcul du coût de location des toitures. Comment est-ce que vous procédez? On a un barème, c'est vraiment la location des toitures, elle est assez modeste, hein, on a entre 2,5 et 3 euros par mètre carré, donc ça c'est ce qui est proposé pour l'instant, sachant que bon ça sera détaillé au deuxième webinaire, mais il y a la possibilité pour les propriétaires de bénéficier immédiatement de l'intégralité de leur loyer pour pouvoir accomplir des travaux d'économie d'énergie donc au départ. Donc ça c'est possible si uniquement quelques propriétaires le font. Faut pas que ce soit tous les propriétaires qui aient envie de faire ça parce que la société n'aura pas la trésorerie pour y répondre. On travaille on a différentes idées pour améliorer notamment la prise en compte des isolations de toiture au moment de la pose des panneaux photovoltaïques. Donc ça c'est pas encore des choses qui sont calées, mais on aimerait bien justement améliorer les travaux d'isolation au moment de la pose des panneaux quoi. Pour qu'il y ait un intérêt, une attractivité accrue. On avait quelqu'un qui rebondit sur ce que tu viens de... Quelqu'un vient de rebondir sur ce que tu viens de dire, Noémie, et s'interroge, c'est 3 euros du mètre carré par an. Par an. Non, c'est vraiment pas... Par an, d'accord. On avait également une question sur... D'accord, on avait une question sur l'augmentation du nombre de projets et de toitures, mais il me semble que tu as déjà répondu, Noémie. Oui, j'ai vu beaucoup de questions Donc, posées. Si plus personne n'a de questions, je pense qu'on peut... Ouais, juste pour répondre très rapidement. Oui, j'ai vu que tu as répondu, effectivement. Les projets pilotes, ils ont été faits sur une dizaine de toitures, donc c'était petit, mais c'était aussi parce qu'on était contraint par la réglementation sur la capitalisation des sociétés. Donc cette contrainte, elle est en train de sauter avec la loi sur la transition énergétique, et on va être moins verrouillé, on va dire, pour prévoir des projets plus gros. Et je veux dire, une fois que le modèle fonctionne, qu'on le fasse à 10 toitures ou à 30 toitures, on va dire que ça change peu de choses. En termes de modèle. Donc l'objectif c'est vraiment d'être sur des projets plus importants sur les nouveaux territoires. D'accord, très bien, merci de cette précision. On s'accorde encore 2 minutes s'il y a des dernières questions, et puis je pense qu'on va pouvoir clôturer ce premier webinaire sur les centrales villageoises. Merci Emmanuel, merci Noémie, et merci à tous les participants de cette connectée. S'il y a des dernières questions, c'est maintenant. Sachant que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur le site d'énergie partagée, et on a noté effectivement 2 personnes qui souhaitaient avoir les présentations qu'ont fait Emmanuel et Noémie. Bon, je crois que c'est bon pour tout le monde, donc on va clôturer. Merci beaucoup à tout le monde, et rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, sur les centrales villageoises également. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Emmanuel, merci Noémie, au revoir.